Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 12 août 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet complexe. Et si il n'y avait pas de bull run? C'est un sujet qui est très important parce que ça revient de plus en plus actuellement. On parle d'une cassure à plus de 5 000 $, voire même en dessous, voire même l'absence totale de bull run. C'est des sujets qu'on voit passer régulièrement sur Twitter, on voit des vidéos dessus, on voit des allégations qui définissent par exemple sur des médias comme Blast, le BTC comme étant une forme de religion pyramidale slash Ponzi, quelque chose qui revient régulièrement, et je vais analyser tout ça pour vous directement en se posant la question: est-ce que oui ou non on peut retracer jusqu'à 5000, voire en dessous? Est-ce que oui ou non on peut ne pas avoir de bull run? Et je vous donnerai mon avis sur chacune des théories, pourquoi c'est possible, pourquoi c'est pas possible, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit possible, et ça commence tout de suite. On va attaquer tout de suite par l'analyse technique pure de cette théorie sur lequel on irait chercher potentiellement un gap baissier à 10 000, voire même plus bas, à aller chercher les 5 000, voire même les 3 000. Alors je vais faire juste de l'analyse technique pure et dure dans un premier temps, et ensuite on ira se poser les bonnes questions en remettant en contexte le fait que BTC c'est aussi une industrie, et une industrie qui a des coûts, et donc derrière qu'est-ce qui pourrait entraîner en fait cette cassure baissière, est-ce que ça pourrait faire sur cette industrie, et à quel point est-ce que c'est faisable ou pas. Alors, première chose, dans cette théorie, en fait, il y a l'idée générale qu'on a une baisse de l'accélération haussière, qu'on a terminé en fait un cycle de 5 vagues impulsives, et que là, nous serions dans un grand retracement d'une A, B, C, d'accord? La classique que l'on retrouvera ici, A, B, C, avec une B qui est plus ou moins relative, soit qui s'arrête ici, soit qui va retracer pour les personnes qui sont les plus positifs, jusqu'à 50 000, 55 000, pourquoi pas, pour faire une grande C. Là-dessus, c'est vrai que normalement on a un retracement continuellement en ABC. Là-dessus, pour moi, j'ai tendance à vous dire, par rapport à la théorie habituelle que je vous définis, c'est une A, une B et une C que nous avons effectuée, avec la A qui se trouvait justement en mars 2022 et février 2022, d'accord? Donc là, on serait dans une théorie beaucoup plus long terme, avec une A, B, C, pour aller chercher des gaps qui sont beaucoup plus baissiers, avec quelque chose qui pourrait aller chercher, voire même les 5000, voire même aller retester les 3000 pour les beaucoup plus pessimistes long terme. Alors, est-ce que cette théorie tient techniquement? Techniquement, il y a en effet un ground, en tout cas un état actuel qui pourrait rentrer dedans, c'est qu'en effet on a bien terminé possiblement des vagues impulsives si on prend la totalité du mouvement BTC, mais il y a plusieurs éléments qui doivent être respectés. La première chose, ça va être que, en effet, on est à ce moment-là une grande A, une grande B, que notre grande B doit dépasser le niveau que nous avons là, on doit aller chercher des niveaux assez élevés, pour aller faire notre extension habituelle, donc extension de Fibonacci, hop, on trace, ici, pour arriver à faire potentiellement une 618, et je ne parle même pas d'avoir une 1, parce que la 1, il faudrait monter beaucoup plus haut, voire même en retest effectif, d'accord, pour avoir vraiment ces targets-là, hein. Si on regarde bien ici, pour arriver ne serait-ce qu'à une target de 1 prolongation à 3000, il faudrait qu'on retrace jusqu'à 57 000, et pour arriver sur une target à 5000, il faudrait aller chercher quelque chose qui soit quasiment dans les 60 000 de retracement. Donc c'est-à-dire une autre impulsion haussière, avant de pouvoir en effet retracer physiquement très baissier, d'accord? Donc ça sous-entend que ça prendrait du temps, et on passerait dans une phase de halving. Retenez bien ça, parce qu'on va repasser dessus tout à l'heure. Donc on aurait cette dynamique-là, baissière, qui sera mise en place. Pourquoi elle est aussi souvent plébiscitée? Parce que on a cette notion ici d'order block, que l'on retrouve beaucoup sur le CME au niveau du BTC, dans lequel on a en plus un gap CME qui est dans les alentours de 9700, 9800, et ensuite on a d'autres gaps qui sont beaucoup plus bas, mais donc on a en fait cette rhétorique qui est présente, où tout gap doit être comblé. Alors c'est une théorie qui est très bonne sur le principe, mais on oublie souvent de préciser quelque chose, c'est qu'on ne détermine pas la temporalité. Oui, tout gap doit être retracé à un moment donné, parce qu'on considère que un cycle doit être à un moment donné complet, et ce cycle retournera à zéro à partir du moment où on aura une mort de l'asset, et cette mort de l'asset arrivera à un moment donné, que ce soit dans 100 ans, 200 ans, 500, 2 ans, 3 ans, peu importe. Mais en fait, la notion de retracement d'un gap doit être mise en corrélation avec la temporalité. Est-ce que c'est un gap de rupture, donc un gap qui marque une impulsion haussière suite à la création d'un flux haussier sur un nouveau cycle, ce qui est le cas de certains gaps, hein, les gaps les plus baissiers généralement, ou même celui-ci,
fait partie ici bien de la rupture haussière et du retest de ce gap avant d'avoir l'accélération, donc on est bien dans un gap de rupture, donc c'est pas parce que nous avons un gap qu'on doit forcément aller le retracer tout de suite, et ce n'est pas parce que nous avons un gap que derrière on doit systématiquement le retracer. La notion de gap était souvent, et très souvent utilisée, dans quelque chose qui s'appelle le forex, majoritairement, qui sont les taux de change. Un taux de change, la différence d'un BTC ou d'un actif qui a tendance à faire un cycle comme ça, on va dire plutôt que des choses comme ça, la tendance d'un swap, donc d'un échange monétaire, parce que c'est ça en fait le forex, c'est la force entre deux paires de monnaies, c'est plus quelque chose qui va être cyclique, d'accord, avec des impulsions qui peuvent être plus ou moins courtes, mais dans lequel, en fait, on va avoir une borne haute et une borne basse, avec des très faibles mouvements qui peuvent être haussiers. Donc il est tout à fait logique, lorsqu'on a un gap, de retourner sur ce gap à un moment donné, parce qu'on est dans quelque chose qui est plutôt dans une forme de ranging très très long terme, plutôt que quelque chose qui est dans une tendance forte ou haussière. C'est la différence entre une paire de forex et un actif. Et le BTC n'est pas une paire de forex, et plutôt peut se rentrer même dans une notion d'actif, que ce soit sous une forme d'actif financier, ou que ce soit sous une forme de commodities pure, à l'image de l'or, hein. On n'est pas dans cette discussion-là, mais donc du coup, ce qui reste derrière, c'est cette notion de gap aussi, techniquement, qui nous dit qu'en effet, on peut avoir une impulsion baissière qui rentre dedans. Et là, c'est intéressant de s'arrêter sur ce point-là. Est-ce que ces points sont suffisants pour définir qu'on va aller chercher plus bas? Actuellement, clairement, non. Pour aller chercher plus bas, il faudrait aller avoir une confluence. Une confluence, ça veut dire qu'on va avoir un ensemble d'indicateurs qui vont nous donner cette image-là, qui vont donner cette target-là. Actuellement, on aurait un cours, par exemple, qui arrive en effet dans les 60 000, avec derrière potentiellement une macroéconomique très mauvaise, derrière des problématiques sur Bitcoin dans lesquelles on casserait baissier. Et là, je vais rentrer dans, moi, mon hypothèse, et pourquoi je pense pas que c'est quelque chose qui rentrerait, dans lequel on irait faire une cassure baissière. D'accord, je ne parle pas de la notion de ne pas avoir de bull run, ça je l'aborderai un petit peu plus tard, mais juste la notion d'avoir des targets qui sont en dessous des 10 000, pourquoi ce n'est pas faisable? Déjà, première chose, on va parler de la notion de macroéconomie. Ah oui, on a une notion de macroéconomie qui est relativement compliquée. Actuellement, on le sait, on a toujours de l'inflation, on a toujours des taux d'intérêt qui sont très hauts, on ne sait pas si oui ou non on va arriver à passer outre ça, et donc on se pose la question, si jamais on a un retracement au niveau du SP500 pour donner l'image, si jamais on a un retracement effectif et que oui on était dans une grande A, grande B et grande C sur le retracement du SP500, chose qui est tout à fait faisable parce qu'on est déjà retracé quasiment 80% du mouvement, donc là on se retrouve dans des targets qui sont tout à fait cohérentes, hein, d'accord, on pourrait aller chercher, pourquoi pas, la 1 et la 1.1 qui sont les alentours de 3300 à 3200 sur un SP500, donc une cassure baissière avec une respiration dans lequel on irait faire le même type de mouvement effectif. Mais là, c'est valable sur le SP500 parce qu'on a déjà retracé fortement, chose qui, en termes de retracement, ne marcherait pas au niveau du BTC. Deuxième chose, c'est qu'on considère qu'on aurait la même réaction du BTC par rapport à la chute effective que l'on a eue là. Chose qui n'est pas identique, parce que quand on regarde là, ne serait-ce que sur les derniers jours, on va prendre notre outil de mesure, on regarde la bougie, donc le haut de la bougie, on va chercher le bas de la bougie, et on a déjà une baisse de 3,52. Ok, maintenant on va chercher l'ouverture de la bougie, qui est le taux référentiel, avec la fermeture de la bougie de la semaine précédente. On est à 2,78 de retracement. Ok, bah sur le BTC on est à combien? Sur le BTC on est à combien? On va passer en weekly, pour se donner une bonne vision. On va se mettre en automatique histoire de voir. Donc weekly, ça va être l'ouverture de cette bougie, la fermeture de cette bougie. Ok, pareil, outil de mesure, ouverture, fermeture, on est sur une augmentation de quasiment 0,6-0,7%. Donc on a bien ici un impact et une corrélation qui est en diminution. C'est quelque chose dont je vous parle régulièrement dans mes quotidiennes, où on voit cette corrélation qui est en train de changer. Pour plusieurs raisons. C'est que, ici, quand on était dans cette période-là, on sortait d'une accélération haussière qui était vraiment énorme, hein, d'accord? On a eu la crise Covid, dans laquelle on a une injection de liquidité très très forte, avec des taux très bas, et derrière, on a fait quand même quelque chose qu'on a fait 121%, d'accord? En l'espace de 2-3 ans, avec une injection de liquidité tellement forte qu'on n'avait absolument aucun intérêt à placer son argent sur des bonds, ou sur des choses qui généraient 1%, voire même 0%. Donc on cherchait du risque pour pouvoir sortir du rendement, et ce qui est un peu le but aussi des asset managers, sortir du rendement. Et là, on a une situation où
les actifs, la liquidité n'est pas sur le BTC. On le voit bien sur ce retracement. Le retracement ici est le SP500. On a retracé 80% du mouvement. Sur le BTC, on a retracé rien comparativement, on a retracé strictement rien en termes de comparaison. Donc il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça. Il n'y a pas de liquidité et de corrélation actuellement entre des actifs comme le SP500 et le BTC, parce que les produits composés, qui étaient présents énormément dans ces zones-là, où les crypto-monnaies faisaient partie de la part risque pour offrir du rendement à des produits structurés, n'existent plus actuellement, n'existent plus, n'ont aucun intérêt, parce que on n'a pas de volatilité nécessaire, on n'a plus d'incentive nécessaire à aller chercher du rendement, parce qu'on a du rendement sur d'autres types d'assets, sans aller chercher ailleurs. Et c'est pour ça que je vous dis que là actuellement, on a une décorrélation entre les deux. On va avoir, oui, forcément, si on retrace de 25% au niveau du SP500, on aura à un moment donné une réaction au niveau du BTC, mais ce sera une réaction qui sera composée, qui ne sera pas exponentielle, comme on a pu l'avoir ici, où on avait quelque chose où on perdait 10% sur l'SP500, on perdait moins 30% sur le BTC. Là, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus composé, voire même qui ne réagira pas. Et c'est un des éléments primordiaux pour moi qui casse le fondement en fait de cette réflexion, parce qu'elle est basée sur le fait qu'on va avoir une grosse récession qui va arriver sur les USA. Oui, même si on a une grosse récession, l'impact sur le BTC sera minime, on n'ira pas, on n'aura pas le même impact que ce que l'on a eu sur une top de bull run, parce qu'on a eu un bear market, parce qu'on a eu des éléments endogènes relativement forts. Pour rappel, nous avons eu Terra Luna, nous avons eu Celsius, nous avons eu FTX, d'accord? Ce sont des éléments qui sont endogènes à la crypto, qui nous ont emmenés très bas. Si jamais on était descendu ou structuré ici uniquement sur une cassure avec Terra Luna et qu'on n'avait pas eu le Celsius et FTX, on serait certainement repassé au niveau des 60 000 actuellement. Et donc on aurait en effet du potentiel de baisse, et on aurait un attrait fort, toujours présent sur de la liquidité, parce que les personnes n'auraient pas capitulé, comme on a eu déjà là des phases de capitulation très fortes. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est actuellement encore toujours dans la zone des 30 000 $, et qu'on n'a pas retracé violemment, malgré justement une chute au niveau du SP500 que l'on a pu avoir ici. Et là-dessus, c'est aussi vous mettre en tête que on a des éléments très forts qui rentrent en considération et qui sont des éléments psychologiques. Parce que, on prend un petit peu de recul, encore, en se passant en monthly, on s'amuse à faire ça, c'est important de prendre du recul. Hop, on va décocher ça, et on va juste écarter un petit peu plus pour avoir de la visibilité. Ok, donc là, on est bien dans une cassure baissière, dans un retracement. Oui, on peut se dire qu'en effet, on est bien dans une zone de résistance, et qu'on aura une vocation à recasser baissier, parce qu'on n'a pas inversé encore un top, on n'est pas fait un nouveau plus haut. Ok, mais à ce moment-là, on peut avoir la même réflexion avec du Nasdaq. Ici, cet actif-là, pareil, on pourrait se dire qu'on est vraiment dans la même dynamique. Suite au crash de la bulle, justement, Internet, de la bulle .com, on pourrait se dire, ok, on est dans la même réflexion, parce qu'on a fait un crash immense, et on se retrouve dans une dynamique baissière. Sauf que quand on revient sur le cours actuel, pour rappel, c'était cette zone-là que je vous montrais. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Regardez-moi ça, cette accélération, depuis. Donc, à un moment donné, il faut se mettre en perspective, ce n'est pas parce qu'on est dans une zone baissière actuellement que forcément on doit casser baissier, ce n'est pas parce que nous sommes dans un bear market que nous devons forcément retracer plus bas. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans un bear market que nous devons avoir un bull run. Et ça, c'est encore la deuxième réflexion. Alors, je vais juste revenir sur deux choses. C'est que, on est quand même dans une démarche où il y a beaucoup de questions. Et j'ai beaucoup de questions, notamment en commentaire, des personnes qui me disent « je hold, mais je suis fatigué, c'est compliqué, c'est difficile, j'ai du mal j'arrive pas à voir en fait le prochain bull run qui arrive, parce que justement, il arrive pas, et qu'on me dit qu'il arrive, mais je vois pas arriver, je vois la récession qui est en train de se mettre en place, malgré le fait qu'on ait des nouvelles comme JP Morgan qui nous dit qu'on n'a plus de récession en 2023, alors qu'à côté, on a, quelques jours après, Moody's qui dégrade des notes de crédit des banques américaines. Et encore une fois, ça c'est quoi? C'est de la manipulation. C'est-à-dire que là, actuellement, on était dans la préparation, comme je vous l'avais expliqué, d'un sell qui s'est effectué, dans lequel, ici, on a eu une dégradation des notes, on a eu quoi? Une réaction du SP500 effective, je pense que c'est pas fini, on va avoir une zone de retracement, je vous ai déjà expliqué un peu tout ça, et voire même, pourquoi pas, avoir une récession américaine, ce n'est pas gênant l'un dans l'autre, mais il faut juste accepter le fait que ça peut prendre du temps, et ce n'est pas parce qu'on va avoir le halving que le bull run doit avoir une date définie et sera une date fixe. On prend du recul par rapport à ça. Si le bull run doit arriver dans 2 ans, 3 ans, il arrivera dans 2 ans, 3 ans. Il faut laisser le temps. Et justement, on va prendre cette notion-là avec
Des personnes qui n'ont pas le temps, par contre, hein. Ce sont clairement des personnes qui sont les mineurs, qui sont l'industrie qui est derrière le BTC. Pour rappel, le BTC, c'est de la création à partir du minage de blocs, actuellement, jusqu'à ce qu'on arrive au maximum. Et là-dessus, on a les halvings, qui sont la diminution par 2 du nombre de blocs qui sont, enfin du nombre de BTC qui sont offerts aux mineurs en récompense de la création d'un bloc. Et quand on regarde le mining cost, je vous avais déjà fait plusieurs fois cette présentation, mais on va refaire, le mining cost qui représente le coût moyen, c'est vraiment très moyen, de l'ensemble de l'industrie qui est derrière, pour justement l'extraction d'un BTC. Et on voit qu'on est dans un cours qui est plutôt proche en fait du cours actuel. Et si on regarde, on retire cette moyenne et on se met vraiment sur des personnes qui sont plus dans la représentation avec une industrie qui est vraiment avec des machines performantes, donc là on est vraiment dans le haut du panier des mineurs, on est dans un coût de production qui est dans les alentours de 10-15 000, d'accord, dollars. Ok, qu'est-ce qui va se passer si le halving passe? Le halving passe, ça veut dire qu'on divise par 2 cette partie-là, donc on va faire 3, allez, on va faire 3.20, on va être même un peu plus large, on va mettre 3.20. Bah tout de suite on se retrouve avec un coût qui est aux alentours de 30 000 $. À quel moment on peut se retrouver avec un BTC à 5 000 $, à 3 000 $ et à 10 000 $, passer le halving? On y restera, dans tous les cas, très peu, ou alors, à ce moment-là, on aura en effet une baisse de la diminution réelle du hash rate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura un indicateur où on va remettre, hop, cet élément-là, on va mettre le hash rate, qui est représenté ici, donc qui est représenté par la difficulté du réseau, qui représente le nombre de machines connectées au réseau, donc le nombre d'acteurs présents. On va même se mettre en monthly, histoire d'avoir une vision un peu plus restreinte, parce que ça va être intéressant de voir. Donc, là-dessus, on pourrait se dire, ok, bah à ce moment-là, si jamais on passe en mode halving, donc post-halving, donc on est, comme on a dit, à 3.20, on est en dessous de 3.20, mais on passe en BT, on va mettre 3.20, on est donc avec un BTC qui est dans les alentours de 40 000 $. Ok, si on représente quelqu'un qui va être à 100 et qui va être, allez, à 3.5, 3.6, 3.7, on va dire 3.7 en termes de consommation, on va être dans les alentours de 36 000 $. Bon, peu importe, ça va osciller de plus 10% à moins 10%, ça importe assez peu. Ok, bah ça veut dire que déjà, il y a facilement, si jamais on a un BTC qui reste ici à ce prix-là, un tiers, voire même 40% des mineurs qui vont être obligés de débrancher parce qu'ils ne seront pas rentables. Si on se retrouve à 15 000 $, ça veut dire que là-dessus, on aura plus de 60% des mineurs qui vont être obligés de débrancher. Si on se retrouve à 5 000 $, il va y avoir peut-être 10% des mineurs qui vont rester rentables. Alors là-dessus, oui, mais donc ça sous-entend que les personnes qui débranchent, la difficulté va diminuer, donc le prix en lui-même va diminuer. Admettons, là actuellement, on est dans les alentours de 400 millions, 400 M, en termes de difficulté. Si jamais on divise par 2, donc on arrive dans les alentours de 200 M. Quand est-ce qu'on était dans les 200 M? On était quelque part par là, et donc ça nous ramène à un prix effectif, ici, qui serait dans les alentours des 21 000. Donc ça veut dire si la moitié des mineurs débranchent, le coût, quand même, de production d'un BTC sera à 20 000. Ok. Donc ça veut dire qu'on divise quand même par 2, hein, le nombre de mineurs actuels. Ok, soyons fous, on divise par 4. On divise par 4, on est à 400, on va chercher les 100. Ok, quand est-ce qu'on est allé chercher les 100? Les 100, on est allé chercher au moment du Shinaban, même on est allé un peu plus bas. Ok, on est allé ici. Donc ça veut dire que dans cette zone-là, on serait, donc on va prendre la courbe verte, on voit qu'on est à peu près identique, dans les alentours de 13 000 $ au niveau de la création, en ayant 75%, peut-être bien 75% des mineurs qui ont débranché. Et ça, c'est très important à retenir, ça veut dire que dans tous les cas, le retour à 15 000 entraînerait 75% des mineurs débranchés, et donc on aurait une perte structurelle de la résilience du BTC par rapport à l'utilisation, et donc là on aurait un élément endogène au niveau du BTC qui nous dirait, bah à ce moment-là, est-ce que oui ou non on est vraiment résilient? Clairement, il y aurait une remise en question, qui serait une remise en question colossale du BTC, et ce ne serait plus une réflexion en disant est-ce qu'on va à 5000 pour remonter sur un nouvel ATH? Non, ce serait à ce moment-là une question en disant ok, on va à 5000, mais c'est surtout on va à 0. Et c'est là où il faut bien prendre en considération que il y a les permabères et il y a ceux qui vont chercher à toujours avoir le prix le plus bas. Pour rappel, il y en a qui attendent toujours ici un retracement dans les 1200. D'accord? Pareil, ici il y a toujours des personnes qui attendent un retracement. Dans chacun des cycles, il y a toujours des personnes qui attendent un retracement effectif. Donc pour moi, il faut juste prendre en considération quelque chose de très simple. C'est que actuellement, le seul
point où on pourrait se dire qu'en effet on pourrait ne pas avoir de bull run, ce serait la mise en place d'un ranging qui serait très long, dans lequel on se retrouverait dans quelque chose qui effectuerait comme ça pendant un certain temps, entre globalement 15 000 et 30 000 $, voire même 35 000 $. Pourquoi? Parce que ça sous-entendrait que ici on pourrait avoir en effet 20, 30, 40% des mineurs qui débranchent leur machine. Et donc on pourrait se retrouver avec un cours qui serait potentiellement dans les 20 000, voire même qui pourrait descendre ici dans les 15 000 $ en termes de moyenne de coût de production. À savoir qu'on ne prend pas en considération le fait qu'on a une inflation au niveau de l'énergie qui est forte. Donc même si on le prend en considération, on peut dire que le coût de l'énergie versus la progression des outils de minage et des ASIC pourrait se compenser et on pourrait rester dans un taux à peu près équivalent. Donc pour moi, s'il n'y a pas de bull run, en effet, ça sous-entendrait qu'on serait dans une forme de ranging et de consolidation qui pourrait durer en effet un certain temps, qui pourrait durer le temps nécessaire à la fin de la récession US et la mise en place en effet d'un redépart dans lequel on pourrait avoir ce retracement effectif, ici avant de revoir une nouvelle accélération et un transfert de liquidité qui se ferait des bonds US vers justement la crypto-monnaie pour pouvoir repartir. Pour moi, je pense, et je suis persuadé, que dans tous les cas, ce n'est qu'une question de temps. Oui, il y aura un bull run. Est-ce que c'est l'année prochaine? Est-ce que c'est l'année suivante? Est-ce que c'est dans 2 ans? 3 ans, en fait, la question ne se pose pas. Pour moi, ce n'est pas une question de religion, contrairement à ce qu'on a pu nous raconter ici, hein, qui est une ineptie totale. C'est plus une question de compréhension du projet Bitcoin. Ce qui est réellement Bitcoin, ce que ça apporte, la notion qu'elle est considérée, même si on retire cette notion même de religion et de compréhension du BTC, on va être une réflexion qui est purement cartésienne. Ok, actuellement, j'ai quand même tous les fonds qui ont une volonté d'avoir un ETF spot BTC. BTC est considéré comme une commodities, actuellement par les USA et par les autres autorités de réglementation des USA. BTC va avoir des ETF spot. Donc je ne parle même plus de l'hypothèse, c'est si on a des acteurs comme BlackRock qui commencent à construire des ETF, même si c'est refusé maintenant, je peux vous assurer qu'il y aura un nouveau dossier qui sera posé jusqu'à ce que ce soit accepté, et ce sera accepté. Donc il y a une acceptation autour de BTC qui est déjà présente. L'acceptation autour des cryptos, c'est encore autre chose. C'est une autre représentation. Je vous ai fait une vidéo notamment pourquoi j'achète plus d'Ether que BTC et que de Bitcoin, et je vous explique pourquoi dans cette vidéo-là. D'ailleurs, je vous la mets en haut à droite si ça vous intéresse. Mais pour moi, la notion de BTC, c'est déjà acté. On est déjà dans cette forme où BTC fait partie, est présent en fait, des actifs et représente une forme d'actif à part entière. Et c'est quelque chose que je défends déjà depuis un certain temps, voire même très longtemps. Et pour moi, qu'on ait une récession ou pas US, c'est juste une notion de temporisation. Et clairement, même si on a une récession US et qu'à côté on a des éléments endogènes forts au niveau de BTC, on pourrait avoir un BTC qui performe malgré la récession. On n'aurait pas un bull run comme avant, mais on aurait une structuration haussière qui se ferait peut-être un peu plus structurelle comme ça, pour monter doucement, prendre le temps, retracer, hop, remonter, et quelque chose qui serait moins impulsif, parce qu'on attendrait un retour de liquidité, dans lequel on pourrait avoir un bull run qui se fasse même, pourquoi pas, en 2 phases. Une phase de consolidation, donc avec une accélération, consolidation lors de la récession, deuxième phase avec apport de la liquidité structurelle. Donc là-dessus, on prend du recul, et je sais que c'est compliqué. Généralement, on a aussi beaucoup de personnes qui sont rentrées dans cette phase-là, donc qui n'ont pas connu cette chute-là, qui n'ont pas connu même la léthargie de 2018. Pour tous ceux qui ont déjà vécu ça, en fait, ça a le même goût, ça a la même odeur, c'est exactement pareil. Donc à un moment donné, il faut juste prendre du recul. On est dans une situation qui est différente, mais le BTC est en train de nous montrer que la situation est peut-être différente, mais en fait le comportement est à peu près identique. Restez factuel, et je vais terminer même cette vidéo dessus, restez factuel. Ce que l'on sait, c'est qu'on a des acteurs immenses comme BlackRock, les différents fonds comme Fidelities, qui demandent un ETF BTC, qui vont augmenter leur exposition à BTC, qui ont investi dans l'industrie du minage. On a à côté une acceptation du BTC en tant que commodities. On a une réglementation générale qui est en train de se faire autour de la crypto. Et ce qu'on a pu, et ce qu'on n'a pas, c'est en fait des éléments endogènes qui peuvent nous enfoncer. On a déjà eu Terra Luna, on a déjà eu Celsius, on a déjà eu FTX.
il ne reste plus rien, en fait, pour pouvoir casser baissier. Alors là-dessus, je sais qu'il y a des personnes qui vont écrire tout de suite dans les commentaires en disant « Oui, mais il y a GBTC, il y a Grayscale, il y a Genesis ». En fait, tout ça, ce ne sera pas en fait des éléments qui entraîneront une baisse. Dans tous les cas, ce sont des éléments qui seront traités en OTC, donc over the counter, donc qui n'impacteront pas le marché, ou très peu. Donc oui, on pourrait aller retester potentiellement les 20 000, mais se dire qu'on va aller chercher les 5 000, c'est actuellement un fantasme. Et est-ce qu'on aura forcément un bull run? J'ai envie de vous dire oui, on ne sait pas quand, mais on aura un bull run. Après, c'est juste une question de psychologie et de force mentale pour retenir ces actifs. Pour tous ceux qui ont vécu cette chute, pour tous ceux qui ont vécu ce temps-là, ben on l'a déjà, cette force mentale. Et là, c'est exactement ça, et c'est le but de ce type de scénario ici, c'est d'avoir quelque chose qui use les personnes pour avoir en fait de l'abandon. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous fais une vidéo tous les jours, que je vous fais la quotidienne, je vous fais même 2 vidéos tous les jours, même pour être précis, mais en tout cas sur le BTC, une vidéo tous les jours, dans l'actualité crypto, tous les matins, parce que justement, je pense que c'est important. C'est important de tenir, c'est important de comprendre ce qui est en train de se passer, et c'est en ayant justement cette vision-là qu'on est capable de se dire, ok, ben en fait je suis au bon endroit au bon moment. Est-ce que ce sera le bon moment au niveau du bull run? Oui, je ne sais pas quand, mais ce le sera. Et donc c'est là où en fait, quand on reste factuel, on se dit qu'en effet, on a tous les éléments en main pour pouvoir se préparer, et qu'il faut prendre du recul à cette notion et à ce FUD qui revient régulièrement. BTC Ponzi, BTC religion, BTC is dead, on a régulièrement ça, et on a toujours, et on aura toujours des bears, même quand on fera un nouvel ATH, on aura des bears. Ici, tout le long, on avait des bears, tout le long, on avait des bears, et ça revient systématiquement quand il y a une cassure. Ça revient systématiquement quand on est dans une résistance, ça reviendra systématiquement quand on arrivera dans une zone de supply. Donc il faut impérativement prendre du recul, concentrez-vous sur les faits et uniquement les faits, ayez conscience de tout ce qui est possible et envisageable, et soyez préparés à chacune des hypothèses, c'est le plus important, et c'est la finalité de cette vidéo. J'espère que cette vidéo d'ailleurs vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir, ça me soutient, un petit commentaire si jamais vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, j'engage toujours la discussion avec vous, tant qu'elle est ouverte et en bienveillance, c'est le plus important. Et si vous voulez avoir vraiment ma vision du bull run, je vous ai fait une vidéo dessus, en vous précisant que ce bull run sera certainement différent des autres, et je vous explique pourquoi, vous retrouvez la vidéo ici, et on se retrouve nous demain à 8h30.